Il y a beaucoup de place en avant, madame. Bien, bonjour tout le monde. Bon après-midi. Premier atelier de l'après-midi. Comment le Québec peut-il encourager tous ces jeunes à persévérer jusqu'à 18 ans ou jusqu'à l'obtention d'un diplôme? Je me présente, Vincent Tanguay, je suis collaborateur associé au CETREC dans un projet sur la réussite en troisième, quatrième secondaire avec des jeunes autochtones et des jeunes en formation professionnelle à la Commission scolaire de l'Art et des Bois et des jeunes du Lac-Simon, en collaboration avec un centre de recherche qui est SAVI de la Téléuniversité. Nous avons le plaisir après-midi de réfléchir avec des gens qui ont de l'expérience, des gens de l'Ontario qui appliquent depuis déjà quelques années la scolarisation jusqu'à 18 ans, dans une réflexion qui s'est amorcée au Québec et qui, normalement, devrait aboutir quelque part à l'automne. Pour nous accompagner cet après-midi, il y a M. Yves de Royer, que tout le monde connaît, qui est chercheur spécialisé dans le domaine de l'éducation et de la psychoéducation, entre autres. J'y reviens plus tard. Après ça, il y a Mme Gerta Sambo, qui est directrice d'école, et M. Francis Cronier-Thériault, qui est aussi directeur d'école à Toronto. Donc, la fréquentation de l'école jusqu'à 18 ans est obligatoire dans 3 provinces canadiennes, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et l'Ontario. Réfléchissant à des mesures pour encourager la persévérance scolaire et la diplomation, le Québec devrait bientôt emboîter le pas. Professeur titulaire associé à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université Laval, M. Royer ouvrira la conférence avec une description sommaire de cette mesure et une mise en contexte de la situation au Québec. 2 représentants de la commission scolaire Viamonde de Toronto témoigneront ensuite de leur expérience, des raisons qui ont justifié l'adoption de cette mesure, des conditions à mettre en place et des impacts qu'ils observent sur la persévérance scolaire. Il y aura d'abord M. Francis Cronier-Thériault. Francis est le directeur de l'école secondaire Toronto-Ouest de la commission scolaire de Viamonde, où la mission d'enseigner dans une perspective d'intégration des matières axées sur l'apprentissage par l'enquête. Avant d'entreprendre ce rôle, Francis a travaillé au ministère de l'Éducation de l'Ontario en tant qu'agent d'éducation, où il était responsable des sciences de l'éducation et des sciences et de l'éducation technologique, de la politique tracée, son itinéraire vers la réussite et du dossier d'exploration de carrière. Son expertise l'a amené à promouvoir l'enseignement efficace et la pédagogie positive dans plusieurs contextes, tant à l'Ontario qu'à l'extérieur du pays. Francis détient une maîtrise en éducation. Madame Gerta Sambour. Gerta est la directrice de l'école secondaire Ronald Marion du conseil scolaire aussi de Viamonde depuis plus de 7 ans. Lauréate du prix de leadership de l'Association des directions d'écoles franco-ontariennes, elle a fait ses études à l'UQAM en enseignement des mathématiques. Elle a une spécialisation en enfance en difficulté et en orientation et formation en cheminement de carrière. Elle a enseigné pendant 2 ans à Montréal et travaille pour le Conseil Viamonde depuis 1999. Durant ce temps, elle a occupé divers rôles, dont responsable de dossier en numératie, chef d'équipe et enseignante de la réussite et directrice adjointe et directrice d'école. M. Gilles de Royer. Le docteur Royer est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Son expertise en éducation est reconnue internationalement, plus particulièrement en ce qui a trait à la prévention de l'échec scolaire et aux interventions pour prévenir les problèmes d'adaptation à l'école. Il travaille d'abord au centre jeunesse, donc c'est quelqu'un qui vient du terrain. En centre jeunesse comme éducateur spécialisé pour ensuite enseigner 4 ans la psychologie au collégial. Il œuvre pendant 10 ans dans la commission scolaire de Portneuf à titre de psychologue scolaire et responsable du préscolaire et des services en adaptation scolaire. Il quitte ensuite pour accepter le poste de responsable québécois au ministère de l'Éducation et accepter aussi le poste des dossiers, l'ensemble des responsabilités
reliés aux difficultés d'apprentissage et de comportement. Professeur-chercheur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, il a entre autres fondé le Centre québécois en difficulté du comportement, le CQJDC, et aussi assumé la direction du CRIRES, qui est le Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire. Et Gilles Royer a reçu en 2016 le prix professionnel décerné par l'Ordre des psychologues du Québec, à un de ses membres qui s'est distingué par sa contribution remarquable à la profession. Il a publié 7 livres et co-auteur de plus de 200 livres, notamment son dernier du mois de janvier, Les problèmes émotifs et comportementaux à l'école, petite encyclopédie de l'enseignant efficace. C'est M. Royer qui va mettre la table, et après ça, nos deux représentants de l'Ontario vont venir vous entretenir. Si toutefois, là, vous aviez des questions à poser, des gens qui sont par Internet, par web diffusion, vous pouvez m'envoyer vos questions par mon courriel. Ça va être plus facile pour moi, à vtanguay, à commercial, cefrio, cefrio.qc.ca. Donc, vtanguay, à commercial, cefrio.qc.ca. Même dans la salle, si vous êtes trop gêné pour venir au micro tout à l'heure, vous pouvez m'envoyer un petit courriel et je vais le relayer à la fin de la conférence. Je laisse la place à M. Royer et bon après-midi. Messieurs, dames, bon après-midi. Lorsqu'on m'a approché pour cette activité-là, on m'a demandé de donner une conférence d'1 heure ou un séminaire d'1 heure sur « Pour ou contre l'école à 18 ans ». Ma première réaction a été de changer le titre. Comment peut-on faire et encourager nos jeunes à être en apprentissage jusqu'à 18 ans ou l'obtention d'un des diplômes du secondaire? Avec le deuxième titre, il n'y a pas grand monde qui peut être en désaccord avec celui-là. Donc, le mandat que j'ai, je vais être bref parce que je vais laisser beaucoup de place à mes collègues ontariens. Je vais vous simplement mettre la table par rapport à cette question-là de 18 ans et plus largement la question de la réussite scolaire au Québec. Si vous voulez en savoir davantage sur pourquoi je recommande depuis des années qu'on fasse une modification de la loi d'instruction publique concernant le 18 ans, vous avez juste à taper Égide Royer et 18 ans à côté. Vous allez avoir une série d'articles, dont celui-ci du Devoir, ou dans un style plus concret. Je posais simplement la question, ça prend 18 ans pour acheter du tabac, ça prend 18 ans pour acheter de l'alcool, ça prend maintenant 18 ans pour acheter du pot, mais vous pouvez quitter l'école à 16 ans et ça va être pas mal plus risqué que d'acheter de la loterie à 16 ans, qu'elle aussi est quand même à 18 ans en termes de réglementation. Donc, je vais revenir sur certains de ces éléments qui touchent entre autres ces questions-là. La première des choses, c'est 4 observations. La première observation, et là que ce soit clair pour tout le monde, ce qu'on appelle les qualifications préparatoires au marché du travail ou semi-spécialisées ne sont pas des diplômes. Ce sont des reconnaissances données à des jeunes en grande difficulté pour lesquels il n'y a aucune exigence de réussite d'aucun cours du secondaire pour l'obtenir, si ce n'est le stage. Donc, ce sont les chiffres réels de la diplomation au Québec. 30% des gars et 18% des filles sont toujours sans aucun des diplômes du secondaire après 7 années au Québec. L'éducation des adultes au Québec, on a des adultes très jeunes. Vous avez des centres d'éducation des adultes où 60, 65, 70, 80% des adultes en question ont entre 16 et 19 ans. Troisième observation. Pour 3 décrocheurs sur 10 en 5e secondaire, les données les plus récentes, il ne leur manque qu'une ou 2 conditions pour obtenir leur diplôme. Je parle de ceux d'un diplôme d'études secondaires. Sortis sans diplôme, des données à un langage du ministère de l'Éducation qui porte à confusion. Je vais décrire verbalement ce que je pointe à l'écran par rapport aux gens qui nous écoutent à distance. Vers 2007-2008 sont arrivées les qualifications. Et là, le nombre de jeunes qui sortaient sans diplôme s'est mis à diminuer. Mais comme je vous disais, les qualifications ne sont pas des diplômes. Vous vous doutez qu'au niveau des taux de décrochage, c'est la ligne des gars et celle-ci est la ligne des filles. Quand on tient compte uniquement des DEP et des DES au Québec, c'est 13% des filles, 13,5% des filles qui sortent annuellement sans diplôme et c'est 23% des gars. Au niveau de la sortie sans diplôme pour les élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage,
c'est 46 %. Je suis convaincu qu'il nous faut, comme société et système éducatif, exprimer clairement des attentes par rapport à la réussite de nos jeunes. Il y a toutes sortes de façons d'exprimer des attentes. Et en ce qui concerne la question du 18 ans, présentement, il y a 15 États américains pour lesquels la fréquentation scolaire obligatoire est à 16 ans. Il y en a 17 États américains. Il y en a 10 États américains pour lesquels la fréquentation scolaire est à 17 ans. Et maintenant, il y en a 25 pour lesquels la fréquentation scolaire est à 18 ans. Et ça, c'est une tendance lourde. Je donnais la même communication ou quelque chose de similaire il y a 4-5 ans, et on avait seulement une vingtaine d'États aux États-Unis qui étaient à 18 ans. Au Canada, ça a déjà été mentionné, le Nouveau-Brunswick en 2000, l'Ontario en 2003, le Manitoba en 2011 ont fait passer la fréquentation scolaire à 18 ans. En Angleterre, il y a eu une augmentation de 1,3 % des jeunes de 16 ans qui ont poursuivi leurs études ou leur formation l'année suivant l'entrée en vigueur de cette loi-là. Pour faire une comparaison, je dois tout de suite vous dire que les taux, ça c'est la poursuite des études, j'en viens au taux de diplomation. L'augmentation des taux de diplomation au Québec depuis l'an passé, je compare une année avec l'autre, c'est 4/10 de 1 %. Ayant dit ceci, l'impact estimé au Québec par cohorte serait probablement une augmentation de 2 à 3 % du nombre de jeunes obtenant un des diplômes du secondaire après 7 années. Je vous rappelle toujours que nos taux d'augmentation, nos taux de diplomation augmentent très, très lentement. C'est environ 77 % au Québec, taux d'obtention d'un des diplômes du secondaire. Vous serez même de voir la comparaison avec les taux d'obtention les taux de diplomation de l'Ontario dans quelques minutes. C'est particulièrement des garçons qui seraient touchés par cette mesure-là. Quand je vous parlais des qualifications tout à l'heure, préparatoires au marché du travail, là, ou semi-spécialisées, c'est 2 garçons pour une fille. C'est environ 6,5 % des gars qui sortent avec une qualification, 3,5 % des filles. Donc, c'est essentiellement des garçons qui sont en difficulté, évidemment, mais qui sortent aussi sans diplôme. Si vous mettez qu'une cohorte de 85 000 jeunes à 2 % ça signifie que c'est l'équivalent d'une grosse école secondaire de 1 700 élèves qui poursuivraient et diplômeraient au Québec. Quand avec toutes les mesures qu'on y met, vous avez des augmentations de 4/10 de 1 % par année de la diplomation, si j'ai une mesure ou une décision gouvernementale qui ne doit cependant pas être prise d'une manière isolée, me permet d'augmenter mon taux de diplomation de cette nature-là, on serait en santé publique, que ça viendrait diminuer 2 % la possibilité d'une maladie, que tout de suite les gens sauteraient dessus. J'aurais un médicament qui viendrait diminuer de 2 % tel type de maladie, ce serait déjà une révélation. L'an dernier, la diplomation, je l'ai déjà souligné, est en hausse de 4/10 de 1 %. Ce qui est important, ce n'est pas le 18 ans ou la modification de la loi qui est importante. Ce qui est important, c'est l'ensemble des mesures qui sont mises en place pour supporter nos jeunes au niveau de la réussite éducative, pour les amener vers un des diplômes du secondaire. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas de débat aujourd'hui sur 17, 18 ou 19. Qu'est-ce qu'on doit faire au Québec pour modifier les chiffres que je viens de vous présenter? Et qu'est-ce qui doit être fait pour supporter, mettre la base, l'ensemble des mesures pour accompagner les jeunes au niveau de la réussite scolaire? Je vais faire des recommandations à cet effet au gouvernement bientôt, parce qu'on sait qu'en 2019-2020, ça sera un dossier important au niveau du gouvernement. Il y a des recommandations précises sur qu'est-ce qu'on a vu qui a été implanté préalablement à la modification de la loi, ou ce qui a été implanté en cours de route avec la loi, passant par des bourses pour des élèves en milieu défavorisé, en passant par des possibilités d'alternance travail. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Il y a au moins une quinzaine de mesures. Mais à ce moment-ci, cet après-midi, mieux comprendre les actions ontariennes, parce qu'en Ontario a pris la décision en 2003, leur taux de diplomation, diplôme DESO, diplôme d'études secondaires en Ontario, et vous verrez pourquoi j'y mets autant d'emphase et pourquoi j'ai trouvé important qu'ils viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu. Donc, je laisse tout de suite la parole à mon ami Gerta. Ah, vous avez inversé, hein? Vous avez... Je vous laisse tracer votre itinéraire.
Donc, merci beaucoup, Égide, et merci, premièrement, merci de l'invitation. C'est une très belle reconnaissance, pour Gerta et moi-même, d'être je vais dire, des ambassadeurs de notre conseil scolaire, mais aussi de notre province, parce que nous sommes des gens, des pédagogues qui travaillent en français au quotidien dans des écoles de langue française. Donc, je vais passer à ma présentation, pardon, ici. Et juste, on a déjà fait un survol de mon profil, mais c'est ma deuxième année à la direction d'école. J'ai été 6 ans au ministère de l'Éducation où j'ai travaillé dans différents dossiers pour l'éducation de langue française. Et avant ça, j'ai été enseignant en salle de classe pendant 7 ans. J'étais enseignant au secondaire. J'enseignais les sciences à l'équivalent de secondaire 1 jusqu'à 3. Et une de mes directrices est ici présente, Mme Doyon, qui est maintenant consultante en éducation et qui demeure ici même à Québec. Donc, c'est un peu le pont entre Égide et Viamonde. Donc, merci Joanne aussi de nous avoir passé le flambeau. Avant de rentrer dans ma présentation, j'ai tout de suite remarqué maintenant en arrivant là, que j'avais oublié une première étape, et ça, en toute pédagogie, c'est de dévoiler mes résultats d'apprentissage. Donc, habituellement, quand je fais une présentation, j'ai une première diapo qui me dit mes objectifs de la présentation sont. Je vais vous le dire verbalement, c'est un lapsus, ça devrait faire partie de toute présentation et de tout cours. Donc, mes objectifs, c'est de vous donner un portrait du système d'éducation de l'Ontario et aussi de l'éducation de langue française en Ontario, de faire un survol des politiques et programmes qui ont été développés dans les 15 dernières années que nous avons à mettre en œuvre au quotidien, mais aussi de vous parler de l'impact sur le fonctionnement d'une école secondaire, dont la mienne, l'école secondaire Toronto-Ouest, qui est à Toronto et dans l'ouest de la ville. Donc, le nom dévoile un peu l'emplacement. Le conseil, pour le fonctionnement du système d'éducation de l'Ontario, nous avons 72 conseils scolaires, dont 12 de ces 72 conseils sont des conseils scolaires de langue française. En Ontario, nous avons 4 systèmes. On a le système anglophone catholique, anglophone public, francophone catholique, francophone public. Les 4 systèmes sont financés par le gouvernement provincial. Donc, je sais que la laïcité fait fureur en ce moment au Québec. Peut-être pas fureur, mais en tout cas, c'est un sujet de débat, c'est dans les médias. Nous fonctionnons avec ces 4 systèmes parce que depuis 1867, la Constitution donnait accès à l'éducation catholique et l'éducation, je crois que c'était anglicane ou protestante. Et à ce moment-là, tous les francophones étaient catholiques et tous les anglophones étaient protestants. Mais avec l'évolution de l'immigration, on s'est retrouvé maintenant à répondre à ces réalités dans les francophones catholiques, anglophones catholiques, publics anglophones, publics francophones. Donc, c'est pour ça qu'on a nos 4 systèmes. Je travaille au sein du conseil scolaire Viamonde. C'est un conseil qui a une superficie énorme, qui part de la ville de Trenton, si vous regardez sur la 401, qui se rend jusqu'à Windsor, à l'autre bout de la 401. Au sud, c'est Niagara. Au nord, c'est Penetanguishene, qui est juste en bas de la baie Georgienne. Donc, nos surintendants sont constamment sur la route. Nos écoles, nous avons 54 écoles, 14 secondaires et 40 élémentaires. La taille de nos écoles, on dit, ce sont des écoles à taille humaine. Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas des grandes polyvalentes. À Toronto-Ouest, nous avons 329 élèves, et ça, c'est de la 7e à la 12e année, dont 161 en 7-8 et 168 de la 9e à la 12e année. Je vais revenir à ce nombre-là dans quelques instants lorsqu'on va parler de l'analyse des résultats. En province, nous avons en ce moment 2 millions d'élèves, juste un peu plus que 2 millions d'élèves. Les francophones, c'est un peu moins que 110 000 élèves à l'échelle de la province, qui représente 5,4 de la population étudiante en Ontario. La raison que je vous parle de ce 5,4 c'est que oui, dans l'effectif, nous sommes une minorité. Mais dans le développement des politiques, dans le développement des ressources, dans le développement des visions à long terme du ministère et de la pédagogie, nous sommes 50% anglophones, 50% francophones à travailler au ministère de l'Éducation pour faire avancer les choses. Donc, la perspective francophone vient toujours influencer ce qui est fait du côté anglophone. Et je vous dirais d'expérience que les politiques, les programmes du côté de langue française sont la version améliorée de ce qui a été fait du côté anglophone.
Et ce n'est pas pour se tirer les bretelles, c'est tout simplement, on a une marge de manœuvre à cause de notre mandat d'enseigner la culture francophone dans nos écoles, ce qui nous permet de faire des adaptations aux politiques pour mieux représenter la réalité des francophones en Ontario. Donc, déjà, l'Ontario est vu comme étant une juridiction scolaire des plus haut placées dans l'éducation mondiale. Si vous regardez toutes les juridictions à haut rendement, ce sont des endroits où on ne parle pas anglais. On parle de la Finlande, du Japon, de Singapour. Mais lorsqu'on parle d'un système anglophone, l'Ontario est dans les premiers. Et l'Ontario français est l'image miroir améliorée avec du maquillage. Donc, c'est vraiment, on est chanceux d'œuvrer dans ce milieu-là et d'avoir l'étoile de fond de nos politiques pour nous appuyer dans l'avancement de la pédagogie en province. Financièrement, 24 milliards de dollars l'année dernière a été investi. Ça va être un petit peu plus cette année pour l'année scolaire qui s'en vient. L'annonce du budget a été faite la semaine dernière. On avait eu quelques craintes, mais finalement, le financement pour les systèmes d'éducation va être maintenu tel que cette année avec un petit peu d'augmentation. Nous sommes les enseignantes et enseignants. Les directions d'école sont gérées par l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. L'Ordre a pour mandat de réglementer la profession, de s'assurer que toutes les personnes qui cherchent à enseigner ont rencontré les critères primordiaux pour pouvoir justement œuvrer dans la profession. Pour faire ça, contrairement aux contrairement au Québec, n'importe quel enseignant doit faire 3 ou 4 ans, un bac de 3 ou 4 ans dans n'importe quelle discipline. Donc, ils doivent être premièrement acceptés à l'université dans une discipline qui les intéresse. Et suite à ça, ils doivent être acceptés dans une faculté d'éducation qui maintenant est de 2 ans. Donc, pendant ces 2 ans-là, il y a 2 stages de 8 semaines qui sont faits en milieu de travail. Et il y a des rétroactions descriptives qui sont données au personnel pour justement leur permettre d'avoir une meilleure intégration au système. La formation continue fait partie de notre système. Tous les conseillers scolaires ont un service pédagogique, ce qui veut dire qu'il y a des conseillers pédagogiques, il y a des accompagnatrices, des accompagnateurs qui viennent dans nos écoles pour nous aider à faire l'analyse des données, pour nous aider à faire du cheminement auprès du personnel enseignant, s'assurer que la philosophie pédagogique se transfère dans la mise en pratique au quotidien. Donc ça, la formation continue, ça fait partie de notre philosophie. Et c'est justement pour éviter qu'une personne ait 30 ans d'expérience, 30 ans de seniorité en éducation avec 1 an d'expérience. Ce qu'on cherche, c'est 30 ans de seniorité avec 30 ans d'expérience. Donc, on travaille avec des pédagogues qui s'ajustent d'une année à l'autre pour être plus efficaces dans la livraison de leur matière. Un peu d'histoire sur comment on est arrivé là où on est maintenant. Je recule à 2003, sous un gouvernement conservateur, un rapport de recherche est lancé justement pour faire l'analyse des élèves à risque. Donc, en janvier 2003, arrive la première publication, le rapport du groupe de travail sur les élèves à risque. À ce moment-là, 68% des élèves de la province obtenaient leur diplôme d'études secondaires en 4 ans. L'Ontario a sonné l'alarme. Ce n'est pas acceptable, il faut faire quelque chose, il faut améliorer notre système. On ne peut pas accepter que seulement 68% des élèves de la province aient leur diplôme et qu'on laisse aller 32% des élèves sans diplôme d'études secondaires. De ça a découlé en septembre 2003 une amalgamation. On fonctionnait d'un système de la maternelle, donc il y avait 1 année de maternelle, et on allait jusqu'à la 13e année. La 13e année s'appelait CPO, Cours préuniversitaire de l'Ontario. En 2003, il y a eu une convergence. On a éliminé les CPO et il y a eu une double cohorte qui a été lancée en 2003. Donc, les 12e et les CPO ont quitté le système en même temps pour entrer dans les collèges et les universités ou quelle que soit leur première destination postsecondaire. Donc, ça a été fait en 2003. Plus tard, en 2003, changement de gouvernement. Le gouvernement libéral est élu. Dalton McGuinty fait l'analyse et son gouvernement font l'analyse de ce qui avait été fait par le gouvernement conservateur, se disent c'est très bien ce qui a été présenté, on continue, on va de l'avant
et ils ont lancé la première stratégie visant la réussite des élèves. Donc, du moment où la stratégie visant la réussite des élèves, de son lancement, il y a eu plusieurs réseaux qui ont été créés au niveau de la province, des réseaux de surintendance, des réseaux de direction d'école, des réseaux d'enseignants, tout ça supervisé par le ministère de l'Éducation, piloté par le ministère de l'Éducation, pour justement permettre aux intervenants des différents conseils scolaires d'aligner leurs pratiques pour assurer une rigueur des programmes lancés. Chez les francophones, on a eu un avantage parce qu'on est peu nombreux. Nous sommes 12 conseils scolaires, donc le réseautage s'est fait de manière plus organique, de manière plus authentique. Les gens se reconnaissent et étaient amenés à Toronto ou en région. Les 3 hubs d'éducation en Ontario sont Ottawa, Sudbury et Toronto. Donc, il y a des déplacements qui ont été faits à l'échelle de la province, des investissements qui ont été mis là pour rassembler les gens, pour qu'ils puissent partager les pratiques les plus efficaces dans différents dossiers, que ce soit en numératie, en littératie, en sciences, qu'on parle du cadre de leadership pour les directions. Donc, tout ça, ça a été embranché pour permettre aux gens d'améliorer leurs pratiques. Et j'accélère maintenant aujourd'hui en 2018-2019 où on a eu 15 ans, 14 ans et demi de production, de développement de politiques et programmes justement pour appuyer. Une étape que j'ai sautée, c'est le changement de 16 à 18 ans et je l'ai sauté par exprès parce que chez nous, c'est passé dans l'ombre. Il n'y a pas eu de grands éclats ou de grands questionnements. Du fait, c'est peut-être, ça c'est mon hypothèse, peut-être parce qu'on a déjà un système de ma maternelle à la 12e année où la 12e année, les jeunes ont 17-18 ans. Donc, on a déjà ce système qui est là sur place. Le fait, l'annonce avait été fait en 2003, le changement de la loi a été fait en 2005. Donc, c'est passé sous le silence. Il n'y a pas eu comme je disais, de gros éclats là-dessus. Mais on a quand même avancé vers le développement de politiques et programmes pour appuyer les élèves qui se rendent au moins jusqu'à 18 ans et qui continuent. Notre loi d'éducation nous dit qu'on doit continuer à accueillir des élèves jusqu'à 21 ans. Donc, même si j'ai dans mon école secondaire, en ce moment, j'ai 2 garçons qui ont 19 ans, qui vont sûrement être chez moi l'année prochaine aussi, qui vont sûrement continuer jusqu'à 21 ans et crédits. Dont 18 obligatoires et 12 au choix. Ça, c'est notre mode de fonctionnement. Chaque élève au secondaire, de la 9e à la 12e, doit obtenir 30 crédits, dont 18 obligatoires et 12 au choix. L'évolution de la stratégie visant la réussite. Notre point de départ, si vous regardez le tableau, on avait 2 modes de fonctionnement, 2 regroupements. Il y avait le regroupement maternelle 6e et ensuite un regroupement 7-12. Donc, les écoles secondaires, les écoles élémentaires. Donc, pendant plusieurs années, si je me souviens bien, c'est 9 ans, le ministère de l'Éducation, les conseils scolaires se regroupaient selon ces 2 modes-là. Et en 2012-2013, il y a eu un changement de vision parce qu'il y avait ce qui a été remarqué par les différents tables de concertation, c'est que les enseignants de l'élémentaire se disaient, bien, nous, on fait telle et telle chose, on fait de la manipulation en mathématiques, on amène les élèves à aller au-delà de l'apprentissage, on les amène à comprendre les concepts. Là, ils arrivent au secondaire, et puis là, il faut qu'ils fassent l'abstraction en maths, mais ils font de la manipulation, ils veulent apporter des jouets, ça ne fait pas de sens. Les gens du secondaire disaient, bien, à l'élémentaire, vous n'avez pas bien préparé les élèves pour le mode d'enseignement au secondaire. Donc, le ministère a changé sa perspective et toutes les politiques à partir de 2012-2013 sont devenues des politiques maternelles 12e. Et les réseaux sont devenus des réseaux maternels 12e. Donc, pour que tous les intervenants aient la perspective complète du système, pour justement limiter les pointages de doigts, mais aussi s'assurer qu'il y ait une cohérence entre ce qui est fait à l'élémentaire et ce qui est fait au secondaire. Donc, on doit être complémentaires, on doit s'aligner, on doit être sur la même longueur d'onde. Donc, ça, c'était un bris remarquable dans la politique. Vous allez voir un grand mouvement qui a changé en 2006, c'est le plan d'action Paris. Paris, c'est le programme axé pour la réussite des élèves. Donc, encore une fois, c'est un regroupement de surintendants de direction d'école qui se sont mis à faire l'analyse des données des bulletins, l'analyse des tests standardisés provinciaux,
Et on fait des analyses ponctuelles par école pour regarder où sont chaque élève et nous aider à cibler qui sont les élèves à risque dans nos écoles pour les regrouper ou avoir des intervenants qui vont faire des suivis ponctuels avec eux, les amener à cheminer. En ce qui concerne l'apprentissage jusqu'à 18 ans, donc dans les derniers 15 ans, on a mis beaucoup d'efforts pour créer des programmes, des politiques qui appuient les élèves justement là-dedans. Il y a 6 grands volets. Le premier volet, c'est la majeure haute spécialisation. Majeure haute spécialisation, c'est pour nos élèves de 11e, 12e année. Et ça les aligne vers 19 secteurs de métiers. Donc, ils doivent faire au moins 2 cours coop, donc un placement de 110 heures dans un milieu de travail. Ils doivent en faire 2. Et il y a 19 secteurs de métiers, transport, mécanique, hôtel, tourisme, art, culture, sont tous différents métiers. Les élèves peuvent œuvrer là-dedans et c'est pour aller chercher des élèves qui seraient moins intéressés par l'académique, qui sont plus intéressés par un métier. Donc, comment les garder à l'école? Voici un programme, la majeure haute spécialisation. On a aussi l'éducation coopérative qui est de plus en plus présente dans les écoles, qui est de plus en plus favorisée par les écoles, où les élèves sont invités à se trouver un employeur et vont aller passer 110 heures de travail, et ça, c'est rattaché à un cours, ça leur donne un crédit. On a les doubles reconnaissances de crédit. Ça, ce sont des partenariats avec nos collèges de langue française pour nous, les écoles de langue française, mais ce qui arrive, c'est qu'un enseignant du collège vient offrir un cours qui a un lien avec un cours secondaire et l'élève reçoit un crédit secondaire, mais reçoit aussi un crédit collégial. Donc, ça motive l'élève à continuer ses études vers le collège parce qu'une fois arrivé au collège, il aura un crédit de moins à prendre. Ensuite, on a des programmes de transition. Je vais en parler dans quelques instants. Un de ces programmes, c'est tracer son itinéraire vers la réussite. On a aussi l'engagement des élèves. Ça, c'est tout un réseau d'élèves. C'est la voix des élèves, le Parlement de la jeunesse. On a un groupe d'élèves qui est le groupe consultatif de la ministre de l'Éducation. Elle va avoir des 3 ou 4 rencontres par année pour rencontrer les élèves à l'échelle de la province, pour avoir leur perspective, justement avoir un dialogue élève-ministère. Et on a aussi tout ce qui est le programme Équipe responsable de la réussite des élèves, les ERE. Donc, ça, c'est notre langage, les ERE. Ce qui veut dire, c'est que chaque école en Ontario a une personne qui s'occupe de faire l'analyse des données. Donc, le ministère nous donne un financement pour qu'on sorte une personne de la salle de classe et que cette personne devienne l'expert des données et nous aide à consolider où sont rendus nos élèves. Tracer son itinéraire vers la réussite. Politique maternelle 12e, 4 grandes questions. Qui suis-je? Quelles sont mes possibilités? Qu'est-ce que je veux devenir? Quel est mon plan pour atteindre mes objectifs? L'intention de la politique, et je vous invite à aller voir les ressources ici, surtout le 2e lien qui est tracer son itinéraire. Vous allez voir qu'il y a une série d'affiches qui ont été faites qui donnent une explication sur comment faire la mise en œuvre en maternelle et comment faire la mise en œuvre en 12e année. Donc, ce sont les mêmes 4 grandes questions. L'objectif de la politique, c'est qu'une fois que l'élève termine sa 12e année, qu'il fasse des choix pour son post-secondaire basés sur l'évidence, pas basés sur des impressions où maman m'a dit si mon papa serait intéressé que j'aille là. Tracer son itinéraire force les élèves à réfléchir sur quelles sont leurs forces, quels sont leurs besoins. Ils ont un portfolio de cheminement qu'ils doivent remplir au moins 2 fois par année, en parler avec les parents et avoir des conversations avec le personnel enseignant. Donc, ça, c'est une autre politique qui est là pour justement une toile de fond pour appuyer toutes nos initiatives et garder nos élèves motivés de rester à l'école jusqu'à 18 ans. L'impact sur une école secondaire typique comme la mienne, école secondaire Toronto-Ouest, pour l'année prochaine. J'ai 17 postes d'enseignants et ça, c'est seulement pour la composante 9-12, donc la composante à crédit. Donc, je vais avoir 17 enseignants. Dans ça, je vais avoir 4 sections pour l'ALF qui est actualisation linguistique du français, surtout des élèves qui ont des lacunes en français. Je vais avoir 2 sections pour l'APD,
PANA, c'est nos programmes axés des nouveaux arrivants. Donc, 2 enseignants qui vont être attitrés à suivre ces groupes d'élèves-là. J'ai 9 sections. Donc, ça, c'est 1 enseignant et demi pour l'enfance en difficulté au secondaire. Donc, ils font les suivis avec les élèves qui ont un plan d'enseignement individualisé, qui font les suivis avec les parents, qui font les suivis avec le personnel enseignant, s'assurer que la mise en œuvre du contenu du plan est bien et bien respectée. 2 sections coop, 5 sections d'orientation. L'orientation scolaire n'est pas un poste complet, mais c'est quand même quelque chose qui est hyper important dans nos écoles pour les choix de cours, pour les choix de destination postsecondaire. 4 sections réussite, puis on a 4 sections, nos programmes d'excellence. Chez nous, on offre le BI et on offre STIAM. STIAM, c'est ce qui avait été présenté là, c'est l'intégration des matières axées sur l'apprentissage par l'enquête. Donc, STIAM, c'est sciences, technologies, ingénierie, arts, mathématiques. J'ai 4 sections pour gérer tout ça. Et nos MHS, ben, j'ai un poste qui est payé. C'est un supplément qui est donné à un enseignant pour qu'il fasse la gestion des MHS dans notre école. Donc, tout ça, c'est pour vous partager ce qui a été fait, comment est-ce que nous, on a interprété les politiques pour en faire une mise en œuvre efficace dans nos écoles pour répondre au défi de garder des élèves à l'école jusqu'à 18 ans. Maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Gerta Sambour, qui, elle, va faire une explication plutôt sur une autre toile de fond, qui est notre politique d'évaluation, faire croître le succès. Et cette politique, c'est une autre raison qui nous permet de garder les élèves à l'école jusqu'à 18 ans. Alors, Gerta, je vais changer. C'est un marathon, un sprint. Oui. Bonjour tout le monde. Okay. Excellent. Vous allez bien? En tout cas, merci de votre confiance aujourd'hui pour écouter notre présentation. Lorsqu'on nous a demandé de faire ça, on a dit en 20 minutes. Je suis produit du Québec, j'ai fait mes études à l'UQAM et j'ai enseigné dans une école de raccrocheurs. Et dans une école de raccrocheurs, nos jeunes peuvent encore rester dans une école secondaire régulière. Okay, donc, j'ai l'expérience. C'est pas mauvais que vous vous penchiez sur la question. Donc, je suis en Ontario depuis maintenant 20 ans. Et ma présentation va refléter un peu qu'est-ce qui est pratiquement fait par rapport à ce que Francis vient de dire. Donc, un peu, je vais vous faire une mise en contexte. Par la suite, je vais vous montrer les priorités qui ont amené la politique faire croître le succès. Et une politique, c'est beau, mais on gère des personnes. Donc, on va parler un peu de la mentalité de croissance sans aller en détail. Ah oui? Oh oui, OK. Désolée. Bon. Et une fois que j'ai cette mentalité de croissance-là, c'est quoi l'impact au niveau de l'évaluation? Parce que quand on parle du taux de diplomation, évidemment, il y a une évaluation qui amène à ça. On a des notes. Donc, comment qu'on fait pour changer notre façon d'évaluer nos élèves? Et les programmes, Francis vous les a présentés pour la plupart, donc je vais juste faire un retour très, très, très vite. Et je vais terminer par les données. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle stratégie-là a fait au niveau de notre taux de diplomation? Donc, Francis vous a déjà donné une liste un peu d'historique, mais lorsqu'on a commencé cette étude en 2003, il y a également un chercheur, Alan King, qui est chercheur à l'Université Queen's, qui devait se charger de suivre les doubles cohortes. Dans sa recherche, il a constaté qu'il y avait quelques problématiques. Donc, sans aller en détail, si vous voulez les détails, vous avez juste à aller dans la réforme de l'enseignement, vous allez avoir tous les détails. Je vous ai seulement ressorti les 3 problématiques. Donc, qu'est-ce qu'il a constaté, M. King? C'est que les élèves n'ayant pas atteint au moins 30 crédits en 12e année étaient plus à risque d'abandonner leurs études. Ce que vous devez comprendre, on l'a dit très vite, mais en Ontario, l'accumulation de crédits commence en 9e année. Donc, de la 9e à la 12e, on peut accumuler un maximum de 32 crédits. Sauf qu'on a besoin d'un minimum de 30 crédits avec 40 heures de bénévolat pour obtenir notre DESO. Si l'élève n'avait pas atteint ça, il abandonnait généralement ses études.
Ça, c'est dans les années 2003. Ensuite, il a constaté également que les élèves en 9e année, donc ce qui est l'équivalent de secondaire 3, n'ayant pas réussi ces 8 crédits, sont plus à risque de décrocher. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Bien, dès la 9e année, dans tes données, quand tu analyses, ton élève qui n'a pas son crédit, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que les risques qu'il décroche plus tard est beaucoup plus élevé. Et la troisième chose, c'est qu'il y a un manque d'équité au sein du système d'éducation. Donc, dans notre système d'éducation, vous avez, bien, tout comme au Québec, on a le niveau avancé, puis on a les réguliers. Bien, en Ontario, vous avez les théoriques qui peuvent aller à l'université, tu as les appliqués qui vont aller vers le collège et tu as le local qu'on va diriger vers le marché du travail. Donc, le manque d'équité au sein de l'enseignement, c'est que quand un enseignant, pour ceux qui sont enseignants dans la classe, dans la salle, ou qui ont été direction, vous savez que quand un prof a une classe théorique, bien, il est motivé parce que c'est des élèves qui avancent vite, on avance vite, ça nous rejoint. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans une classe où est-ce que le niveau n'est pas aussi élevé et ça avance pas aussi vite? On est découragé. Donc, on n'a pas un haut, c'est-à-dire on leur demande pas trop. On va leur demander quelque chose qui est encore plus bas. Donc, il n'y a pas de motivation à venir dans cette classe-là. Et c'est ce qui fait en sorte que c'était une problématique qui a été soulevée. Donc, il recommande ceci, M. King. Il recommande qu'un enseignement correctif doit être entrepris au cours du premier semestre de la 9e année, d'offrir des occasions de récupération de crédit et les cours doivent être mieux adaptés aux capacités et aux aspirations des élèves. Donc, un enseignement correctif, comme je vous ai dit, dès que l'élève est en échec, il faut que tu fasses quelque chose. Ça peut pas être une surprise dans son bulletin que, oups, il a échoué. Qu'est-ce que tu as fait du début jusqu'à la fin? Comment ça se fait que cet élève-là a échoué? Donc, quelles sont les analyses que tu as faites sur ces données-là? Quels sont les appuis? Donc, cet enseignement correctif-là doit se faire dès le début. Des occasions de récupération de crédit doivent être offertes. Donc, on a la récupération de crédit. L'élève peut aller récupérer jusqu'à 2 crédits. Je vais vous donner un exemple. Disons que vous faites un cours de sciences où est-ce qu'il y a 5 domaines. Et peut-être que l'élève a réussi 3 domaines parfaitement, mais il y a 2 domaines qu'il ne l'a pas compris et c'est ça qui l'a fait échouer son cours. Donc, au lieu qu'il refasse le cours au complet, donc on lui donne l'occasion de récupérer seulement ces 2 domaines-là pour pouvoir obtenir le crédit. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on offre. Ensuite, les cours doivent mieux adapter aux capacités et aux aspirations des élèves. Donc, faire des cours qui comptent. J'enseigne à des élèves. Donc, le profil de ma classe, il faut que je l'ai fait. Qui est en avant de moi? De quoi je vais parler? Donc, il faut que je parle de sujets. Il faut que j'utilise des exemples qui vont les chercher. Il faut que mon apprentissage, l'enseignement que je fais en salle de classe soit bénéfique pour l'élève. Il faut que ça touche sa réalité. Donc, c'est ça qu'on veut que l'enseignement devienne. Donc, à partir de là, le gouvernement s'est dit, bien, effectivement, je ne peux pas avoir des enfants de 16 ans. On est dans un monde, dans une éducation, je vais le lire. Il reconnaît qu'il est dorénavant plus acceptable dans une économie fondée sur le savoir de permettre à des élèves de 16 ans de cesser de pratiquer à des activités d'apprentissage structurées et ciblées. Ce n'est pas normal comme gouvernement d'accepter dans notre société d'accepter que ces élèves-là n'apprennent plus. Donc, c'est important de faire quelque chose, d'où les priorités. De haut niveau de rendement des élèves. Pas seulement pour tes élèves théoriques qui sont capables d'apprendre très vite, pour tout le monde. Donc, tu mets la barre haute. La réduction des écarts en matière de rendement des élèves. Donc, on doit réduire les écarts entre tes plus forts et tes... Donc, amener ceux qui sont plus bas un peu plus haut. L'accroissement de la confiance du public dans l'éducation financée par les fonds publics. Donc, on comprend que l'argent, ça vient des contribuables. Donc, ils ont un mot à dire. Ils ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'éducation de leur enfant. Donc, on veut augmenter cette confiance-là. Avec ça sort la politique faire croître le succès. Donc, la politique faire croître le succès
Son objectif, donc, ça te dit, le but premier de toute évaluation et de la communication du rendement est d'améliorer l'apprentissage de l'élève. C'est ça les buts de l'évaluation. Ce n'est pas d'avoir une note à la fin dans ton bulletin. N'est-ce pas? Donc, il y a des principes. Donc, voici les 8 principes que je vais vous énumérer. Désolée. Évaluation équitable. Et j'ai mis équité et non égalité. Donc, ce qui est équitable, c'est de pouvoir donner à l'élève plus de temps pour faire un travail. Il y a des personnes qui portent des lunettes. Est-ce que je devrais dire non? Enlève donc tes lunettes, parce que ce n'est pas juste. OK? On donne la même chance à tout le monde de réussir selon leurs défis. Tous les élèves peuvent réussir. Donc, cette mentalité de croissance. Parce que si l'élève rentre dans ma classe, puis au départ, « Ah, Tipit, je t'ai eu l'année dernière, je sais que tu vas déjà échouer. » Il le sait, il le voit dans ton fond. OK? Donc, c'est important d'ouvrir à la possibilité que tous tes élèves peuvent réussir. Il faut y croire. Planification en fonction du profil de la classe. J'en ai parlé tantôt. C'est important de tenir compte du profil. 4, la politique d'aménagement linguistique. Mon collègue en a parlé. Donc, ça, c'est un des mandats que nous avons. Les enseignants doivent mettre des référents culturels francophones pour l'élève. 5, communication du rendement aux parents. Donc, on parle de la transparence. Combien de fois un parent est choqué de la note de l'élève dans le bulletin? Une fois que c'est dans le bulletin, il est trop tard. Qu'est-ce que je fais avant le bulletin? Donc, c'est important d'avoir une communication continue avec le parent. Faire de la triangulation. Pour un enseignant, ça veut dire la triangulation, c'est que je ne fais pas seulement des tests d'unité. Ce n'est pas seulement mes tests de chapitre qui comptent. Ce qui compte, c'est l'observation que j'ai faite en salle de classe. C'est la conversation que j'ai eue avec l'élève. C'est les productions, les types de productions, pas seulement écrites, peut-être c'est à l'oral. Donc, je fais de la différenciation ainsi. Et j'ai mis RAI. Vous avez M. François Massé, gourou de la RAI, qui nous a présenté ça, réponse à l'intervention, c'est-à-dire j'interviens avant qu'il soit trop tard. Mais ça, c'est vraiment simpliste par rapport à ce qu'il doit présenter. Faire une rétroaction descriptive tout au long de l'apprentissage. Donc, combien de fois l'élève, tout ce qu'il voit dans sa feuille, c'est des X, des X, des X, des X. Ça veut dire quoi ton X? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien? C'est-tu ma grammaire? C'est-tu ma syntaxe? C'est quoi le problème? Donc, important d'avoir cette conversation-là pour dire, ben oui, tu aurais dû le faire de cette façon, tu n'as pas respecté des critères, donner des critères qui sont précis à l'élève. 8, l'élève s'auto-évalue et se fixe des objectifs. Donc, il fait partie de son apprentissage, cet élève-là. Donc, c'est important qu'on lui permette, qu'on lui donne des chances de s'auto-évaluer, de se fixer des objectifs. Donc, tout ça pour dire, avec une telle politique, je ne peux plus voir les choses de la même façon. Je ne peux plus voir l'enseignement comme étant les 4 coins de mon mur. Je dois aller un petit peu plus large. Je dois développer un certain leadership. Je dois croire que tous les élèves peuvent réussir. Donc, prise de conscience de l'impact. John Hattie, pour ceux qui ont lu son livre, dit que le facteur le plus important, c'est quoi? C'est la relation éducative. Donc, en faisant ça, bien, ça aide l'élève aussi à avoir une perception un petit peu plus positive de qui il est. Ça donne aussi un changement au niveau de la culture, motivation chez l'élève. Et l'élève sait qu'il a le droit à l'erreur. On a tous appris parce qu'on a fait des erreurs. Et ça, l'élève, il doit être au courant. Ça change aussi le climat de classe et le climat de l'école. Donc, en résumé, par rapport à cette motivation, évidemment, là, je parle des enseignants, mais nous, comme direction, on est au top. Il faut qu'on donne l'exemple. Donc, leadership de la direction, ça veut dire que je crois que tous mes enseignants, tout mon personnel peut cheminer. Donc, ça commence par là. Si je sais que tout mon personnel peut cheminer, à ce moment-là, l'enseignant, peut-être qu'il va plus comprendre que, ben oui, tous mes élèves sont capables de réussir. Et ça a un impact direct sur
Problème technique. Désolée. Oh. Oh, parfait. Ça veut dire que l'élève peut croire, je peux réussir, je peux faire des erreurs. Donc, je suis en confiance. Et si je suis en confiance, bien, je peux dire que mes parents, donc les parents vont avoir cette confiance-là, non seulement dans l'école, dans le système. Donc, ça va? Donc, ça, c'est notre mentalité de croissance. Là, maintenant, au niveau de l'évaluation, comment est-ce que je fais ça? Comment dans ma salle de classe? Donc, au départ, l'élève rentre dans ma classe. Donc, vous voyez ici, on a ce qu'on appelle l'évaluation, oups, 2 minutes, l'évaluation au service de l'apprentissage et on a ce qu'on appelle l'évaluation en tant qu'apprentissage et l'évaluation de l'apprentissage. Donc, les enseignants en Ontario doivent faire ceci. Donc, je prends un profil d'entrée de mon élève. Où est-il situé en faisant des évaluations formatives, en donnant de la rétroaction tout au long, en aidant l'élève à se fixer des objectifs et à travailler tout ça. Donc, ça, c'est au service. Je suis au service de l'apprentissage. J'évalue, mais dans cette évaluation-là, l'élève est partie prenante. Donc, l'évaluation en tant qu'apprentissage, mais là, je peux me faire évaluer par mes pairs. Je fais de l'auto-évaluation, je construis. Et une fois que ça, c'est fait, c'est bien fait, mon élève, il est prêt pour son évaluation finale. Donc, j'attends à ce moment-là. Et tout au long du processus, comme on dit, on cumule des preuves d'apprentissage. Parce que la journée de l'évaluation finale, peut-être que l'élève n'est pas prêt. Mais par contre, j'ai plusieurs preuves. J'ai eu des conversations. J'ai vu qu'il a été capable. Il m'a démontré qu'il a fait les critères. Donc, nos programmes pour appuyer, donc on parle de l'équipe de la réussite. On donne un cours de stratégie d'apprentissage également pour aider l'élève à s'organiser, à s'autoréguler. Récupération de crédit, je vous en ai parlé. Programme d'excellence, Francis vous l'a dit. Puis nos élèves peuvent faire des cours en ligne également. Et double reconnaissance de crédit, éducation. Donc, ça, c'est tout ce qu'on vous a présenté déjà. Je vais passer. Donc, qu'est-ce que cette réforme-là a fait? On vous a parlé que nos taux étaient de 68 en 2004 avant la réforme. Après ça, la dernière évaluation, on est à 86,5 à l'échelle de la province. Pour notre conseil scolaire, on est à 92,5 de taux de diplomation. C'est-à-dire les élèves qui sortent avec un minimum de 30 crédits avec 40 heures d'heures communautaires. Et je pense que c'est tout. Est-ce que j'ai respecté mon 20 minutes? OK. Donc, merci beaucoup. Il y a quelques minutes pour des questions. On a vraiment un 7-8 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, je voulais savoir comment ça s'était vécu, ce changement-là de 2003 à 2019 dans les écoles. Donc, le changement de programme. Merci. Ça a été une transition graduelle. Il y a eu plusieurs politiques qui sont sorties une à la file de l'autre. Donc, faire croître le succès est sorti en 2010, par exemple. Même avant 2010, il y avait déjà un mouvement vers ce changement de paradigme au niveau de l'évaluation. Une fois 2010 arrivé, là, il y a eu des formations professionnelles qui ont été lancées, des CAP, des comités d'apprentissage professionnel qui étaient faits dans plusieurs écoles. Donc, on a été accompagnés par des professionnels, par nos services pédagogiques pour s'assurer que le personnel enseignant puisse faire une bonne mise en œuvre des pratiques d'évaluation comme Gerta a expliqué. Ça serait vous mentir de dire que c'est parfait aujourd'hui. On est toujours en travail constant pour s'assurer que la mise en œuvre se fait bien. Je te dirais par contre qu'au moins 80% du personnel enseignant est d'accord et en fait la mise en œuvre. Donc, il y en a un petit peu de réticence, il y a un minimum, mais ça, c'est là où, pourquoi on est là à la direction, c'est pour justement attraper ces membres du personnel-là et faire des suivis. Puis de toute façon, ce qui arrive, c'est que les parents vont faire des plaintes envers nous pour dire
Ben, l'enseignant, j'ai reçu l'évaluation, puis mon enfant n'a pas réussi, mais il ne m'a jamais parlé avant. Et là, ça devient une attente des parents qu'il y ait une communication transparente entre la famille et l'école. Donc, l'attente, elle est là maintenant. Et c'est ça qui, des fois, nous permet d'attraper quand le parent se plaint, mais ça nous permet aussi de s'ajuster puis de dire, ben, nous-mêmes, comme école, on est en apprentissage. Nous-mêmes, on doit s'aligner, s'améliorer. Bienvenue au Québec. Moi, comme directeur d'école, après ça, comme enseignant à la maîtrise en adaptation scolaire, j'ai étudié les deux systèmes. J'ai aussi travaillé avec des enseignants des deux systèmes. Puis j'ai de la misère à expliquer la différence entre les deux systèmes dans la façon de voir et l'éducation et surtout l'inclusion. Vous n'avez pas parlé beaucoup d'inclusion, mais c'est un des éléments qui est très différent dans les deux systèmes. Quand j'enseigne aux élèves de la maîtrise et on regarde des études de cas, on va me parler, il n'y a pas de code, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de service. Donnez-y un code, ça va. C'est la faute de l'élève, donnez-y un code. Tandis qu'en Ontario, les élèves que j'ai, ils disent non, nous autres, c'est pas comme ça. Là. Nous autres, on donnez-y des services. C'est des services qu'on veut, c'est pas un code, c'est pas une façon de dire l'élève est à côté de la code. C'est une façon de dire comment qu'on ramène l'élève dans le giron de la réussite et ça va plus loin que ça va jusqu'à la réussite peut être différente pour tout le monde. Oui, tant mieux si on atteint 85%. Il y a toujours un 10-15%. On sait que la réussite va être différente. Mais si on met toutes nos énergies pour dire on n'est pas capable avec eux autres qui traînent les autres vers le fond, c'est une roue qui tourne. Fait que, où je veux en venir, c'est que le 18 ans, c'est pareil. C'est, j'ai fait des conférences avec Gilles, on en a fait avec l'ancien ministre de l'Éducation. À chaque fois qu'on en parle, c'est comme si on ouvrait la troisième guerre mondiale. vous me dites, ça amène pas, ça passait rapidement. Donc, il y a des mentalités qui sont différentes. C'est quoi qu'on peut faire ici pour un peu ouvrir? Là, on a un nouveau ministre, puis quelqu'un qui nous dit on va augmenter le nombre de classes spéciales. On vient de dire que 48% des élèves qui vont en classe spéciale, ils n'auront pas de diplôme. C'est pas ça la solution. Comment faire? Est-ce que ça va? Oui, je pense, si je résume bien, c'est l'inclusion, comment ça se fait Comment chez ça nous. se fait là? Oui. Donc, on n'a pas le choix de faire l'inclusion. Nous, tous les élèves sont, que tu sois autiste, que tu sois, peu importe le type d'élève, on a de tout. Donc, ce qu'on utilise, c'est vraiment l'équipe de la réussite. Et à travers l'analyse de données qu'on fait de nos élèves, je vous parlais du profil de classe, donc tu dois savoir quel genre d'élève que tu as dans ta classe et comment est-ce que tu vas faire pour appuyer cet élève-là. Donc, on doit inclure tous nos élèves parce que les difficultés se trouvent souvent à différents endroits. C'est l'appui, c'est cette ressource humaine-là qui nous aide à amener l'élève à un autre niveau. Et dernier mot, cette inclusion amène, à mon avis, une meilleure réussite de l'ensemble des élèves.
Oui, oui. Puis ça crée aussi cette empathie là, chez les élèves. Comprendre que, parce qu'on essaie souvent de dire à l'élève, nous sommes tous différents. Nos forces, toi, tu peux être, je dis souvent à mes élèves qui sont forts au basket, mais c'est sûr que si moi je vais jouer au basket, je vais être pourrie là. Donc, il va falloir que tu m'appuies, tu m'accompagnes pour que je puisse être aussi bon que toi. Donc, lui est bon dans ce sport-là. Moi, je suis meilleure académiquement, donc on peut se complémenter. Donc, c'est vraiment de regarder la différence sous un autre angle. Donc, quand on parle de mentalité de croissance, c'est vraiment changer une façon, c'est une façon de voir, c'est une façon de fonctionner qui doit être différente. Et comme Francis dit, on n'est pas tous là. C'est une grosse machine d'éducation, là. On est, c'est une machine qui était à l'air. OK, c'est fini, désolé. En me voyant bouger. Lisez mon blanc. Je tiens à vous remercier tous les deux de votre contribution à cette heure de réflexion sur la question de la réussite scolaire là, et d'englober l'ensemble, de voir que l'ensemble des mesures, et que le 18 ans, dans le fond, est un aspect technique, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, j'espère que ça a contribué là, à supporter le débat et supporter, entre autres, le développement de services pour nous amener à avoir des taux de diplomation qui sont les mêmes d'un côté de la rivière des Outaouais que de l'autre. C'est ça, on est correct. Eh bien, merci beaucoup, Francis. Merci, Tirta. Merci, Égide. Ce qui m'a frappé, c'est que l'orientation était davantage orientée sur l'élève que sur le prof. Et des élèves jusqu'à 18 ans. Je vous remercie beaucoup de votre contribution. Merci beaucoup à ces deux pédagogues qui nous ont accompagnés dans la dernière heure. Merci.